Bonjour! Alors, on est le vendredi 24 avril, si je ne me trompe pas, puis on lance un nouveau vlog en mode vendredi matin, pré-douche, pré-course, tête bizarre, encore les yeux inégaux parce que ce matin, encore une fois, je continue ma semaine sur les chapeaux de roue, suivi médical, dépêché, aller au travail, travailler jusqu'à 20h, revenir à la maison. Je suis déjà fatiguée, je n'ai même pas commencé ma journée. Mais voilà, on commence quand même un nouveau vlog. Je le commence parce que je sais que je vais finir le dernier sur le précédent vlog sur certaines choses que je vais peut-être compléter aujourd'hui ou au pire demain matin. Donc, je vais quand même entamer avec vous ce nouveau vlog-là. Pour le moment, j'ai pas de lecture en cours, mais je vais en choisir une nouvelle lecture audio justement parce que je vais aller courir et que j'ai terminé ma précédente. Donc, dès que j'aurai choisi ça, je vais vous en parler. Mais a priori, je commence ma semaine en mode je vais lire ce que je veux parce que mes semaines sont encore une fois très échevelées et j'ai peu de temps pour moi et donc je vais lire ce qui me fait sourire au moment où j'arrive à faire mon choix de lecture. J'ai pas de plan déterminé. Ça va être vraiment mon espèce de bibliothérapie pour les prochaines semaines. Donc, je vais aller vraiment au feeling, mood reading. Si jamais je veux dévorer quelque chose, ça sera dévoré. Si je veux lire juste un livre, parce que c'est prenant, mais je ne vais pas l'accélérer, ça va être juste un livre. Bref, je vous reviendrai quand j'aurai plus de détails, mais je vais au moins juste lancer le vlog avec vous. Alors, sans plus tarder, allez, on se lance, c'est tout. Trace l'itinéraire de sa famille paternelle dont elle ne sait rien. En parallèle, elle scrute le destin de son célèbre homonyme, Max Halberstadt.
Alors bonjour vous autres, on est le lundi 27 avril et je vous prends en cette journée de congé super ensoleillée. Et ben voilà, je vais vous faire un gros topo parce que finalement, il s'est passé beaucoup de choses en fin de semaine depuis que j'ai commencé le vlog. C'est-à-dire que on a eu une fin de semaine à deux, mon copain et moi, qui avait absolument pas d'horaire logique. Mais finalement, dans le fond, hier dimanche, on est parti sur une espèce d'envie de partir en genre de road trip impromptu. On a décidé d'aller manger le matin dans un petit café boulangerie, tout ça. Puis après ça, on a décidé de juste partir sur la route. Et ce qui est drôle, c'est que mon copain m'a proposé une escapade qui était en fait liée à ma lecture en cours, mais il ne savait pas. Donc, je suis en train de lire, comme je vous disais, c'est le fameux premier tome de la saga de Inspecteur Gamache de Louise Penny, donc Still Life. En français, c'est En plein cœur. Et la première chose que mon copain m'a proposé quand on est parti, parce qu'il sait que c'est un endroit où j'aime beaucoup aller, c'est de dire « Ah, on pourrait aller à Knowlton, donc proche de Lac-Brome. » Puis en fait, c'est l'endroit où il y a une librairie bilingue, mais plus anglophone, à laquelle j'aime aller, qui est Brown Lake Books, qui est aussi la librairie qui est un peu comme supportée par Louise Penny. Qui est l'autrice de cette série-là. Il y a beaucoup de... il y a toute sa série qui est là. Il y a des produits dérivés de Three Pines, qui est son village imaginaire. Puis il y a aussi le café Three Pines qu'elle a fini par faire partir en fait au sous-sol de la librairie. Donc c'est récent. Et tout ça. Donc lui, il savait pas que je disais ça. Fait que là, j'ai fait comme, ah ben oui, ça serait le fun. En plus, j'aime ça aller à cette librairie-là. Donc je suis comme partie en pèlerinage improvisé à Knowlton, donc, ben voilà, je me suis promenée, vous allez avoir vu les images, on a fait cette librairie-là, après ça on est allé se promener, j'allais dans une autre librairie d'occasion aussi, donc beaucoup de choses au menu pour nous à discuter. Mais avant que je commence tout ça, je voulais vous montrer que j'ai envoyé mon copain, samedi j'ai envoyé mon copain en mission avant que je finisse de travailler pour aller chercher un livre que j'avais réservé à la bibliothèque, qui est une nouveauté en roman graphique québécois. Et c'est ceci, c'est les archives mélancoliques. Je vais y arriver. Les archives mélancoliques de Myriam Bourgeois. C'est publié chez Nouvelle Adresse. Et à l'arrière, tout ce que ça dit, c'est « Je les sens en moi, toutes celles que j'ai été. Je me prépare à les accueillir une à une. » Donc, ça ressemble à ça, comme intérieur. Je l'avais vu passer dans le moment où je fais des sélections de livres, puis ça m'intriguait beaucoup. Donc, j'ai vu qu'il l'avait à la bibliothèque, une bibliothèque où je suis abonnée, puis je me suis dit, je vais le réserver, et c'était mon tour. Donc, mon copain est allé gentiment le chercher. Donc, j'ai beaucoup de romans graphiques à lire, de lecture, puis de réservations qui viennent à échéance bientôt. Ces temps-ci, comme je vous dis, mon horaire est un petit peu chaotique, donc j'ai moins de temps, mais je pense que cette semaine, je vais me réessayer pour la millième fois à me dire que je vais peut-être lire ça ou entrecouper mes lectures au dos de ces lectures-là parce que ça m'intéresse beaucoup. Puis celui-là, ben, nouveauté québécoise, vraiment hâte. Ensuite, ben écoutez, on va se lancer dans le fameux, la fameuse tournée. Donc, quand je suis allée à Brown Lake Books, j'aurais aimé ça y aller samedi, parce que samedi au Canada, c'était le Canadian Independent Bookstore Day. Donc, je vais vous montrer les petits collants que j'ai obtenus finalement hier, parce que la jeune femme m'a gentiment donné ça. Je vais y aller le 25, puis comme Brown Lake Books, c'est un magasin, une librairie indépendante, ben j'ai pas pu y aller. Finalement, comme je suis allée hier, il leur en restait, puis elle m'a proposé d'en avoir, fait que j'étais bien contente. Puis c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'acheter des livres, parce que bon, ok, on s'entend que la journée des librairies indépendantes du Canada, c'est surtout une façon de faire connaître le principe des librairies indépendantes et tout ça, donc je me suis dit que j'allais les soutenir. Alors, j'ai commencé mon ma tournée de livres. On va voir ça ici à regarder ensemble. J'ai commencé ma tournée de livres avec l'achat de ma future lecture épeurante du 24 décembre. Donc, c'est toujours cette nouvelle tradition que je me suis installée depuis, puis ça va faire la 3e année, qui est lire une histoire épeurante le soir de... Ben, pas une histoire épeurante, une histoire de fantôme, le soir de... En fait, la veille de Noël. Puis dans le fond, c'est dans cette collection-là. Ici, c'est chez Biblio Oasis, je pense. Chez Biblio Oasis, c'est des auteurs ou autrices du passé qui ont été connus, pas nécessairement pour ce type d'histoire-là, mais qui en ont écrit, puis ça a été republié. Donc, celui-là ici, que j'ai pris, qui est Lady Fairy. Et c'est l'autrice Sarah Orne Jewett. Donc, voilà pour cette histoire-là. Ça ressemble à ça ici.
Et en arrière, en fait, ce que ça dit, c'est que Marcia va être envoyée pour rester avec des gens de sa famille proches, en fait. Et quand elle va aller... elle va aller habiter avec eux autres, elle va être vraiment beaucoup attirée par celle qui l'accueille, qui s'appelle Lady Fairy, qui est une mystérieuse vieille femme qui a tendance à errer dans les jardins avec et qui a une presque impossible longue mémoire qui se peut quasiment pas tellement qu'elle se souvient de tout. Tout le monde a des potins, des rumeurs à partager, dans le fond, à Marcia. Et puis, rapidement, ben Marcia va commencer à se demander si est-ce que cette Lady Fairy-là, est-ce qu'elle serait pas sous un mauvais sort, en fait, et qui fait en sorte qu'elle vit pour toujours. Ou est-ce qu'elle est vraiment en vie? Donc, c'est ce qui est indiqué à l'arrière. Donc, future lecture pour décembre 2026. Donc, on est vraiment en avance. Ensuite, j'ai pris un album jeunesse que je pense que j'ai connu l'autrice, ou c'est parce que c'est le visuel qui m'a attrapée, mais je trouve ça trop joli. C'est Odds and Ends. C'est de Maya Urm, qui est une artiste finnoise, donc finnoise, donc la Finlande, et qui propose ici, elle propose tous les genres de collections que les gens peuvent avoir, peuvent collectionner en fin de compte. C'est toujours un petit peu attachant ou saugrenu. Celui-ci, attendez un petit peu, je vais voir. Ce qu'on attend depuis trop longtemps, je ne sais pas si vous voyez, My Long Awaited Last. Ce qu'on attend, mais qui nous rend vraiment stressés. Je ne sais pas si vous voyez, le visuel, c'est excellent. Je trouve ça, je ne sais pas, j'ai hâte de lire, mais je ne connaissais pas du tout, en fait, ce livre-là. Puis, dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'elle dit qu'il y a des gens qui collectionnent beaucoup de choses, puis elle, ce qu'elle collectionne, c'est... elle collectionne les dernières fois. Ou les... Je ne sais pas comment on peut traduire ça, lasts. Mais bref, elle les collectionne, puis c'est là-dedans qu'on va les retrouver dans ce livre-là, donc je vais vous montrer. Voilà, donc ça, c'est l'autre livre que j'ai acheté. Et oui, je me suis laissée tenter encore une fois par un rendez-vous, un blind date à l'aveugle avec un livre. Et je vous laisse prendre connaissance de c'est quoi les prompts. J'ai hésité pour le prendre, parce qu'il y avait, sans doute qu'elle en avait fait beaucoup je pense que c'était pour justement cette fameuse journée-là, du 25 avril et tout. Mais il en restait, mais il restait plus des romances, puis tout ça. Puis là, j'étais moins... je trouvais ça un petit peu moins intéressant. Mais là, celui-là, ça m'a tenté. J'ai demandé à mon copain qui regarde entre les deux, puis tout ça. Puis celui-là, c'est considéré comme un fantasy et un mystery. Et ça dit que c'est un duo qui serait un peu un duo à la Sherlock Holmes et John Watson, qui ont tendance à résoudre des mystères absolument impossibles à résoudre. Qu'on est dans un univers où la technologie est dérivée des plantes et de la matière organique. Puis c'est un world building qui est assez créatif. Puis techniquement, c'est le premier tome d'une série, mais techniquement, on pourrait juste lire celui-là. Fait que je vais l'ouvrir avec vous. J'ai aucune idée ce que c'est. Peut-être que je vais avoir une face bizarre, mais c'est pas grave, ça fait partie du petit plaisir. C'est parti pour l'ouverture. Je vais essayer de ne pas me divulgacher. Je vais essayer de l'ouvrir avec vous. C'est dur de pas... OK, on est prête? Ah, c'est très drôle! Je voulais le lire en plus. J'en avais entendu parler chez Sid, anciennement Sid Bookworm, mais maintenant je pense que c'est Sid, sa chaîne Booktube. Je voulais vraiment essayer ça. C'est The Tainted Cup de Robert Jackson Bennett. Wow! Hey, c'est spécial, c'est vraiment comique. Parce que je magasine souvent dans les livres en vente et tout ça. Puis là, je m'étais dit, est-ce que je rajoute ce livre-là? Mais dans le fond, je sais pas si je vais vraiment aimer ça. Mais, excellent! Bon, ben, je vais pas vous relire la 4e de couverture. De toute façon, c'est en anglais. Mais, OK, ça, c'est vraiment chouette. En tout cas, ça veut dire que ça a bien été décrit. Puis c'est quelque chose qui correspond, en effet, à... Ça me sort quand même des méthodes de confort parce qu'on est quand même dans un univers de fantasy, mais avec des choses qui pourraient m'intéresser parce que c'est des dynamiques quand même de résolution de mystère. Donc,
j'ai bien hâte. Et puis j'ai entendu beaucoup parler de cette série-là de Robert Jackson Bennett. Donc, alors voilà pour le fameux book haul de... C'est ça ici, le fameux... le magasin. Donc c'est livre Lac Brome ou Brome Lake Books. Et elle m'a donné, comme je vous disais, les petits collants de la fameuse journée. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé dans une autre librairie. Cette fois-ci, c'était à Sutton. Et c'est super beau. Ça s'appelle L'Échappée Belle. C'est un café-librairie chocolaterie. Je me demandais, je savais pas trop quoi m'attendre. La sélection est plus petite, mais c'est vraiment intéressant. C'est à la fois des livres usagés et des livres neufs. Et puis, il y a vraiment une sélection qui est surprenante. Ça ne déconne pas beaucoup, mais ce qu'ils ont comme ouvrage, c'est pas juste des choses qu'on pourrait regarder pour être sûr de pouvoir vendre, entre guillemets. Donc, c'est pas juste une sélection opportuniste. C'est une sélection aussi qui peut un peu ouvrir les yeux. Puis j'ai adoré le fait qu'ils ont utilisé des phrases cocasses pour déterminer ce qu'étaient les catégories. Donc, mettons la collection de croissance personnelle, c'était « Do you need help? Avez-vous besoin d'aide? » Donc, en tout cas, ce principe-là. Donc, voilà. Puis là, ce que j'ai finalement pris, j'étais pas sûre de prendre quelque chose. Il y avait vraiment une belle sélection, mais je n'étais pas nécessairement certaine de prendre quelque chose. Puis, j'ai décidé de prendre un ouvrage, dans le fond, publié chez Les Allusifs. Et c'est de Tessia ou Techia Verbowski. Et c'est ça ici. Donc, c'est Chambre 26 de Tessia Verbowski. C'est chez Les Allusifs. Puis, je trouve ça intéressant parce que c'était dans la section des romans policiers. Et ça fait 69 pages et j'aime vraiment quand on force les auteurs à être succincts. Donc, c'est potentiellement un novella ou une short story ou une nouvelle, je veux dire, mais j'avais envie de voir ce que c'était, puis j'ai vu la 4e de couverture. Une nuit d'octobre à Paris, un homme est assassiné dans sa chambre de l'hôtel Saint-André-des-Arts. Nu, pauvre, sans papier. Qui est-il? Le jeune inspecteur Patrick Vernier est ainsi plongé dans sa première affaire criminelle, un meurtre commis sans mobile apparent. Son seul espoir, les médailles des chiens de la victime indiquent une piste en Serbie ou peut-être en République tchèque. En outre, Vernier a tôt fait de soupçonner Maya Ney, une vieille Polonaise excentrique, habituée de l'hôtel, qui paraît protéger des secrets. Dans ce polar au style vif et enjoué qui nous mène de Saint-Germain-des-Prés à Vienne et à Prague en passant par Montréal, Tessia Verbowski montre comment les jalousies et les trahisons poussent les individus à répéter les absurdités de l'histoire. Traduction de l'anglais, donc c'est ça, je ne savais pas que c'était paru en anglais en premier. Traduction de l'anglais par Nicole et Émilie Martel. Donc, c'est une autrice canadienne, je crois. Voilà, donc ça ici, chouette. Et j'ai pas pu résister à un petit marque-page. C'est pas que l'endos m'inspirait tant que ça, mais c'est créé par Anne C. Illustration. Et je trouvais ça vraiment mignon. Je le trouvais trop beau. Très printanier ou estival. Voilà. Donc, à l'arrière, il y a une petite phrase inspirante, mais c'était pas nécessairement pour la petite phrase inspirante. C'était vraiment pour ceci. Donc, ça, c'est mes achats à la librairie L'Échappée Belle, qui était aussi une librairie, comme je vous dis, d'occasion. Et sinon, ben, j'ai reçu finalement, je les ai toutes reçues en rafale. Puis là, je sais pas, je sais que le projet de cette jeune femme-là semble être un peu encore un peu brinque-ballant, mais je vais quand même continuer à les ouvrir avec vous. Je vais voir si ça se maintient ou pas, mais c'est le fameux Brambleton Snail Mail Club. J'en ai parlé dans le dernier vlog. Et là, ben, j'ai reçu le chapitre 4, donc écoutez, je vais l'ouvrir avec vous. Et attention, comme encore une fois, à ceux qui sont abonnés, ben, je vais l'ouvrir, donc je vais vous montrer le contenu. On va voir. C'est toujours un petit peu un défi pour moi, mais j'ai réussi à ouvrir 2 enveloppes correctement sur 3. Je ne sais pas si je vais y arriver avec la 4e. Presque. Oui! Un tout petit peu déchirouillé, mais sinon ça va. Donc, voilà pour ceci. Donc, toujours le code QR pour le chapitre. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, on a toujours le fameux. Donc là, on est rendu au chapitre 4. Et on a cette fois-ci les lieux en tant que tel. C'est plus comme une scène de qu'est-ce qui se passe. On a ceci. Et le personnage qu'on a qui s'intègre, c'est Alexander Scrat. Donc, vraiment mignon. Puis là, ben finalement, j'ai toujours pas commencé cette série-là. Je me suis juste abonnée. Puis je sais pas qu'est-ce que j'attends. On dirait que j'aime l'idée d'avoir un chapitre à la fois. Mais en même temps, je me dis, j'ai comme le goût de les lire en lot pour pas être trop... mais pour arriver à garder mon attention pour ça. Donc, voilà. Alors, c'était tout pour ce super long segment, mais vraiment,
Bookall Biblio, Bookall Librairie d'occasion, un peu décalé pour la journée des librairies indépendantes du Canada. Et réception liée livresque, une espèce de snail mail dans le fond que j'ai reçu. Lecture en cours pour le Louis Penny. Je continue à l'écouter, je suis rendue presque aux 2 tiers. Ça se passe super bien. Le narrateur que j'ai pour la version anglaise, j'ai gros hésité. Je voulais découvrir Louis Penny autrement que par la courte histoire que j'avais lue qui était Le Pendu, donc des Hangman. Et j'avais vraiment envie de voir c'était quoi exactement les premiers pas de l'inspecteur Gamache, parce que bon, j'ai vu la série Three Pines, mais je sais qu'il y a eu des adaptations, il y a eu des ajustements qui ont été faits, là, c'est pas exactement l'histoire. Puis je vais voir comment Louise Penny, en fait, construit ses personnages, comment et tout ça. Et je me suis dit, je vais la lire en langue originale, parce que Louise Penny, même si c'est une Québécoise, c'est une anglophone, donc elle écrit en anglais d'abord. Et je m'étais dit, bon, ok, je vais lire en anglais. J'ai eu vraiment toutes les misères du monde dans y avoir accès en livre audio en anglais, sauf malheureusement par la plateforme à laquelle absolument je ne suis pas abonnée, mais que j'ai décidé de m'abonner, mais c'était la plateforme Audible, donc Audible en français, donc du grand méchant A, mais je l'ai faite pour cette fois-ci. Et le narrateur, je ne suis pas une grande fan. C'est correct. C'est Adam Sims, je pense. Il est correct. Au début, je n'étais pas sûre. Là, évidemment, je me suis adaptée un petit peu et tout ça. Mais je trouvais qu'il essaie de faire beaucoup de variété dans ses personnages, mais il reste un peu en surface. Puis j'ai l'impression qu'il ne prend pas tout à fait assez son temps pour vraiment bien mettre les choses en bouche. Mais c'est correct, en fait, ça va. C'est pas désagréable, mais je n'étais pas sûre du narrateur, alors qu'en français, la version audio, les versions françaises sont publiées chez Flammarion, je crois, Flammarion Québec. Et le premier tome, comme je vous disais, c'est En plein cœur. Et la version audio est lue par Raymond Cloutier, qui est un acteur québécois vraiment excellent, qui a une voix assez grave et ronde, et que je vois tout à fait comme étant la voix de l'inspecteur Gamache. Et quand j'ai commencé à l'écouter, je trouvais quand même qu'il était un petit peu trop, peut-être... c'était une super voix ronde, mais ça donnait un petit côté un peu jovial, que je ne m'attendais pas nécessairement à être associée à une enquête de meurtre. Mais je n'étais pas sûre, puis je n'avais pas l'écouter en français, parce que je ne savais pas si la plume, la traduction allait être correcte. Mais comme ça se passe vraiment à Three Pines, donc un village imaginé qui, j'imagine, a été inspiré un peu de potentiellement Knowlton où j'étais, parce que je pense que Louise Penny habite là, mais que la série a été tournée à Saint-Armand, proche des lignes américaines, en fait, dans les cantons de l'Est. Donc, il y a des personnages comme l'inspecteur Gamache, c'est un francophone, mais qui est bilingue exactement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont parler en français. Il y a des lieux qui sont en français, les noms des personnages sont en français, parce qu'on est vraiment dans cette réalité bilingue du Québec. Puis, il y a même des points de vue qui sont les points de vue des personnes anglophones qui vivent dans un Québec francophone. Donc, c'est intéressant. Ça fait des petits challenges pour la francophone que je suis, même si j'écoute en langue originale quand c'est en anglais. Je me dis, puis comme l'écriture était intéressante, mais elle est quand même utilitaire, elle est efficace, elle est bien tournée, mais elle est quand même utilitaire. Je me suis dit que peut-être que pour les prochains, je pourrais les lire en français. Je pense pas que ce soit problématique. Parce qu'en plus, ça se passe dans des lieux vraiment francophones, donc je pense pas que ce soit grave. Fait que peut-être que si je lis la suite, je vais les écouter en livre audio avec le Raymond Cloutier pour tester. Mais je voulais au moins commencer en langue originale avec le premier tome. D'ailleurs, hier, je m'étais dit que je pourrais acheter le Louis Penny, le Still Life à Brome Lake Books, mais il n'y en avait plus. Mais comme, en fait, l'inventaire de cette librairie a été dévalisé le samedi 25. Là, les gens ont vraiment embarqué. Fait que je pense qu'il y avait d'autres tomes, mais pas celui-là. Donc, je me suis dit, bon. Mais dans le fond, tant mieux que je ne l'ai pas nécessairement acheté en version originale. Je vais voir comment ça va. C'est rare que je privilégie une traduction, mais dans ce cas-ci, comme je vous dis, ça se passe tellement dans un lieu francophone qu'on dirait que en version audio, en tout cas, ça me dérange plus parce qu'ils essayent vraiment de faire des versions, des gens qui parlent français, mais c'est un lecteur anglophone qui parle quand même pas pire français, mais pas tant bien. Donc, ça me fait un peu penser à quand Agatha Christie mettait des personnages qui étaient, bon, belges ou français, puis c'est un petit peu cocasse, puis c'est vraiment cliché de façon dont c'est traité. Pour Louise Penny, elle habite au Québec, donc elle n'est pas dans les clichés, mais c'est sûr que le résultat est plus ou moins probant. Donc, voilà. Après, sinon, ben, on est dans l'inspecteur Gamache qui va être appelé. Je me souviens même plus si je vous ai fait le retour, mais je vous le fais là. Qui a été appelé parce que on a retrouvé une personne assassinée à Three Pines. En fait, assassinée. Une personne morte. On pense que c'est un accident de chasse. A priori, ça semble être une mort accidentelle, mais comme dans ce village-là, il n'y a pas de police locale, c'est la Sûreté du Québec qui est appelée pour ce genre d'enquête-là. Et ben voilà, l'inspecteur Gamache, c'est un inspecteur pour
la Sûreté du Québec. Il n'habite pas à Three Pines, mais il est appelé là. Donc, il va se rendre là, ils vont apprendre à découvrir le village. Je pense que j'en ai parlé. Apprendre à découvrir le village, les personnages qui sont là, les gens, les personnages locaux, les comme personnalités locales et tout. Et essayer de comprendre c'est qui cette fameuse femme-là qui est décédée, Jane Neal, qui est une ancienne enseignante d'école primaire qui habite là depuis toujours. Il essaie de se faire une idée un peu. Puis c'est sûr que dès le départ, puis pendant une bonne partie du livre, c'est vraiment traité comme une mort accidentelle. L'inspecteur Gamache n'a pas l'impression que c'en est une, mais il n'y a pas rien qui arrive vraiment à pointer vers autre chose. Éventuellement, plus ça va aller, plus il va apprendre à connaître un peu les non-dits du village, puis plus il va se dire, mais ça ne peut pas être juste un accident. Donc, on va suivre l'inspecteur Gamache qui a une approche très intuitive et à l'écoute et sensible et pleine d'émotions dans ses enquêtes, ce qui va potentiellement le mettre dans le trouble parce que c'est aussi quelqu'un qui a des convictions et qui va comme un peu refuser de... Il essaie d'apprendre de ses erreurs puis il va refuser de justement céder à des pressions, de se rendre à l'évidence alors que techniquement on n'a pas nécessairement des faits qui vont ou des preuves qui vont supporter ça. Donc c'était quelque chose qui va se passer dans ce cas-ci. C'est quelque chose qui peut mener potentiellement à une arrestation pour mort accidentelle, mais dans le fond, l'inspecteur Gamache va dire, ben moi je vais pas obéir. Donc, ça le met toujours dans des situations un petit peu particulières. Et c'est quelqu'un qui est quand même quelqu'un qui va prendre sous son aile des gens. Donc, un peu une approche un peu mentor. Donc, c'est un peu l'inspecteur un peu sage de tout ça. Donc, c'est très ouvertement comme ça. En même temps, on ne peut pas vraiment le trouver, disons, paternaliste ou pontifiant parce qu'il est très sensible. On sent qu'il est à l'écoute. Donc, vraiment, les personnages qui sont là, je les aime beaucoup. Le personnage de l'agente Nicole, qui est une agente, une toute neuve, une agente toute fraîchement arrivée dans la sûreté, qui est absolument insupportable comme personne. Mais en même temps, c'est fait pour ça. Là, je dirais, elle est insupportable. Je veux dire, elle a l'impression qu'elle a besoin d'aide de personne. Elle méprise un peu tout le monde. Elle fait des choses qui sont un peu sans savoir vraiment bien réfléchir, alors que c'est quelqu'un de vraiment intelligent. Et l'inspecteur Gamache, dans le premier tome, on va le voir essayer de la prendre sous son aile. En fait, essayer de lui transmettre des choses, puis après, ben, il sait qu'il n'est pas responsable de ce qu'elle fait avec ça ou pas. Mais essayer de lui transmettre les fameux 4 conseils de l'inspecteur Gamache qui font qu'on va avancer comme policier ou même dans la vie. C'est drôle parce que hier, quand j'étais à la librairie, ces fameux 4 conseils-là se retrouvent sur un signet. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est important dans toute la série. Donc, à date, j'apprécie beaucoup. J'ai quand même lu une partie en livre papier hier parce que j'ai pas accès à la version numérique en langue originale. Étrangement, elle n'est comme pas disponible beaucoup au Canada, donc je ne sais pas pourquoi. À partir des tomes plus récents, oui, mais le début, on dirait que c'est pas possible. Donc, j'ai lu une partie en livre papier, mais je vais sans doute continuer ma lecture audio aujourd'hui ou cette semaine pour la terminer, puis je vais vous en donner des nouvelles. Alors voilà, après avoir parlé pendant 23 minutes, on va mettre fin à ce long segment. Je vous reprends en cours de semaine dès que, c'est ça, dès que j'ai le temps, dès que j'ai des choses à vous dire, pour essayer de rester dans quelque chose de spontané, de sincère. Vous allez voir qu'il va y avoir des grands trous entre les différentes journées où je vous prends, mais c'est ce que j'ai à vous proposer pour le moment. Comme rythme, ma vie est comme ça. Donc, à tout de suite. Bonjour. Alors, on est encore le lundi 27 avril et j'ai terminé finalement l'écoute, j'ai terminé en audio, donc l'écoute de Still Life de Louise Penny. Donc, qui est le premier tome de la série de l'inspecteur Gamache, en français, en plein cœur. Et j'ai passé un excellent moment. Je pense que ce qui m'a plu le plus, c'est vraiment comment Louise Penny a construit ses personnages et comment Three Pines finalement devient un personnage en soi, donc le village en tant que tel, pardon, où les choses se passent, devient un personnage en soi. Et l'espèce d'approche un peu atypique que l'inspecteur Gamache a, c'est-à-dire que c'est un policier avec une hypersensibilité, finalement, et qui a comme pas tant peur d'être un peu, comme je vous disais, de marcher en dehors des ornières, d'assumer le fait que parfois c'est des intuitions, tout en n'étant pas non plus un adepte du wishful thinking, en pensant que, comme il est quand même policier, il faut quand même qu'il y ait des preuves et tout, mais son approche est ultra humaine. Puis ce qui l'intéresse, ce qui le distingue, ce qui le motive, on dirait, c'est vraiment d'apprendre à connaître l'humain dans les situations terribles dans lesquelles, auxquelles il va faire face lors des enquêtes.
On dirait qu'il veut toujours faire sortir le meilleur de l'humain. Évidemment, ça doit pas être super facile comme policier pour lui parce qu'évidemment qu'il va rencontrer pas toujours le meilleur de l'humain par défaut. Son échantillonnage est un peu biaisé. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ça. Les personnages secondaires aussi, intéressants. Évidemment, de ce que je peux comprendre, c'est que ça va continuer. Je sais pas si ça va continuer. On va continuer à suivre Gamache à Three Pines parce que ça serait un peu étrange que ces enquêtes l'amènent toujours à Three Pines. Mais bon, en même temps, c'est un peu la, c'est un peu la prémisse du principe des petits villages où on dirait qu'il y a un meurtre à tous les mois. Donc, c'est possible, mais voilà. Je me suis attachée au personnage. Si c'est ça, puis ça se poursuit, je vais avoir envie de continuer. C'est simplement parce que c'est ça, c'est le côté profondément humain. En même temps, c'est assez soft comme roman policier. C'est une enquête standard avec des personnages absolument pas standards, mais c'est une structure d'enquête plutôt standard. On sait toujours pas qu'est-ce qui va s'être passé avec la fameuse Nicole, l'agente Nicole, qu'on déteste pas mal jusqu'à la toute fin. Donc, j'imagine que ça va se déployer dans les prochains tomes parce que je crois qu'elle demeure présente. Donc, j'imagine qu'il va se passer quelque chose, malgré le fait qu'elle n'est pas vraiment partie du bon pied avec l'inspecteur Gamache. Après, bon, l'écriture de Louise Penny, je dirais que, comme je vous disais, c'est une écriture qui est bien travaillée, pas, je dirais bien travaillée dans le sens de c'est une écriture fluide, c'est une écriture accessible, c'est une écriture qui véhicule bien les émotions. C'est une écriture par moments un peu même je dirais pas jusqu'à dire poétique, mais bon, disons que, tu sais, on s'attarde quand même sur faire. C'est une écriture un peu atmosphérique par moment parce qu'on va essayer de bien faire comprendre l'atmosphère des lieux ou des émotions ou de l'intériorité d'un personnage. Donc, c'est une écriture qui est comme ça. Après, c'est pas un style particulièrement soutenu, mais c'est intéressant, je trouve, ce qu'elle arrive à faire à sa plume ou ce qu'elle arrive à faire vivre à ses lecteurs. Comme je vous dis, je pense que j'essaierai peut-être le tome 2 en français quand même, parce qu'a priori, j'ai l'impression que, bon, de toute façon, la traduction va potentiellement avoir été faite au Québec, donc ça se peut qu'il y ait justement, ben, comme c'est l'équipe de Flammarion Québec, qui est une équipe qui est à Montréal, j'imagine, j'espère en tout cas qu'ils vont faire affaire, en fait, qu'ils vont demander à des traducteurs québécoises qui vont s'assurer, en fait, que justement, comme c'est des références qui sont vraiment dans les cantons de l'Est, que ce soit bien traduit, parce que Louise Penny habite là, donc à ce moment-là, ce ne sera pas dans la cour de l'autrice. Des fois, c'est le cas là, quand on écrit sur des endroits qu'on ne connaît pas. Ça ne serait pas dans la cour de l'autrice à ce moment-là la problématique, mais bien, si jamais il n'y avait pas assez de connaissance du contexte par le traducteur ou la traductrice. Donc, je l'essaierai peut-être. Est-ce que c'est mémorable? C'est drôle, ce qui me reste, c'est vraiment les personnages. C'est vraiment les personnages, c'est l'ambiance. L'intrigue était intéressante. Est-ce qu'elle était originale? En même temps, dans une enquête policière plutôt standard, on s'entend que, puis qui se passe dans un petit village, c'est sûr que j'en ai quand même lu beaucoup. Donc, c'est sûr que pour moi, c'était pas prévisible, mais c'était pas non plus original. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça tournait quand même autour de, comme je vous dis, bon, de cette fameuse Jane-là qui malheureusement a été trouvée morte, atteinte par une flèche. Donc, vraiment dans un arc et une flèche. Donc, on était vraiment dans la symbolique et tout ça. Et que finalement, au bout du compte, les choses vont tourner beaucoup au niveau de la culture, de l'art, des gens différents. Comme je vous dis, la majeure partie des gens qu'on va rencontrer qui habitent à Three Pines, ce sont tous et toutes des personnes qui ont eu des vies potentiellement avant. Il y en a qui habitaient toujours à Three Pines, mais qui sont plus singuliers, qu'il faut voir au-delà de ce qu'on perçoit au premier abord. Et ça tourne beaucoup au niveau du milieu de l'art, dans le fond, l'histoire de l'art, les arts visuels dans ce cas-ci, parce que, ben, finalement, la fameuse Jane va avoir, entre autres, soumis un de ses projets artistiques alors qu'elle n'avait jamais voulu montrer son art à personne. Donc, ça s'est passé pas longtemps avant sa mort. Donc, ça va tourner autour de ça. Donc, ça, c'est intéressant. C'est un contexte qui est peut-être un peu différent, puis ça enrichit un peu les choses. Comme je vous dis, c'est vraiment spécial parce que je suis pas sûre que l'intrigue va me rester, mais vraiment, les personnages j'ai encore l'impression qu'ils sont encore là. J'ai l'impression que je pourrais aller prendre un verre chez eux. Donc, ça, pour moi, c'est réussi. Est-ce que c'est un coup de cœur? Non. Est-ce que c'est une excellente lecture? Oui, quand même, une excellente lecture, je dirais. Puis, pour tous ceux qui pourraient, je sais que j'ai rencontré dans ma vie professionnelle beaucoup de gens qui adulaient Louise Penny et beaucoup de gens qui jugeaient les gens qui lisaient Louise Penny, ce qui est toujours
tellement pas une chose à faire. On peut pas... Pourquoi juger? Chacun lit ce qu'il veut. Louise Penny, c'est, je trouve, vraiment une femme une autrice qui fait en sorte que, comme je vous dis, sa plume soit tellement fluide que ça se lit tout seul, qu'on s'attache tellement au personnage qu'en fait, je vois pas c'est quoi la problématique avec les gens qui ont des préjugés contre Louise Penny. Souvent, c'est une approche qui est un peu élitiste. OK, oui, c'est peut-être pas un style super soutenu, mais ce qui compte, en fait, c'est ce qu'elle arrive à faire avec son écriture. C'est quand même une écriture travaillée. C'est une écriture, c'est pas une écriture qui propose, disons, je sais pas moi, une stylistique maladroite, des fautes, absolument pas. C'est super fluide. Elle arrive à faire parler ses mots, elle arrive à maintenir une construction d'intrigue qui se tient, elle arrive à faire changer les points de vue, à nous partager les situations selon différents points de vue des personnages. D'ailleurs, dans celle-là, il y avait différents points de vue. Elle arrive même à faire monter la tension dans certains moments dans les intrigues. Donc, je suis bien contente d'avoir... En fait, j'avais un peu une intuition, mais je suis bien contente d'avoir un peu démonté cette espèce de mythe-là qui prévaut un peu dans les milieux littéraires. Un peu, le Louise Penny, c'est un peu comme pour nous autres un phénomène qui, qui se maintient à travers les années, puis c'est sûr qu'elle en a sorti quand même souvent. Là, c'est sûr que je suis dans le premier tome, ce que je pense quand même que les gens peut-être vont avoir souligné, c'est que je pense que la formule se répète quand même un peu, donc c'est pas c'est peut-être ça en fait qui finit par tanner les gens, mais il y a tellement d'auteurs qui vont écrire des séries que ça va être une même formule, fait que je vois pas en quoi... je sais vraiment pas pourquoi les gens ont eu cette perception-là de Louise Penny. Moi, je trouve que si ça vous tente, c'est vraiment chouette. Après, juste vous dire que la série Three Pines a bien saisi les personnages que Louise Penny a voulu proposer. Les personnages, le lieu, Three Pines en tant que tel, l'espèce de dynamique. La série en tant que telle propose quelque chose qui va énormément plus loin que, en tout cas, le premier tome. Après, est-ce que ça s'en va ailleurs, déjà dans le tome 2, puis qu'ils ont juste fait une fusion de plusieurs tomes, peut-être? Mais en fait, si vous avez lu la série, puis vous pensez que le premier tome va être comme la série, vous allez potentiellement être surpris. Et si vous avez seulement lu ça, puis vous n'avez pas encore vu la série, attendez-vous à quelque chose un peu plus quand même sombre et un peu plus dramatique. Par contre, les personnages demeurent, donc je trouve que c'est important parce que c'est vraiment l'essentiel. Pour moi, c'est la force de cette autrice-là, dans le fond. Donc, ces personnages-là sont là. Je pense que si j'avais juste vu la série, j'aurais eu peur peut-être de lire ce livre parce que c'est quand même assez sombre. En même temps, c'est super intéressant. Ils ont ajouté une dimension qui est très typiquement canadienne, donc malheureusement en lien avec l'histoire canadienne, quelque chose d'absolument terrible qui est lié à l'histoire canadienne et en fait aux Premières Nations. Donc, je trouve ça super intéressant qu'ils aient mis ça là, mais en tout cas, dans le premier tome, c'est pas là. Donc, ils ont travaillé à partir de ça. Je sais pas si Louise Penny travaillait sur le scénario. Sans doute, j'imagine que peut-être ça doit être son genre quand même d'avoir travaillé sur le scénario. Donc, elle a gardé, si c'est le cas, en fond, l'essence a été gardée parce que les personnages sont là. Puis après, ça s'est vraiment ancré dans un contexte local, donc c'est super intéressant ce qui a été proposé. Plutôt que de faire une reproduction fidèle, on est comme parti de quelque chose qui est assez similaire, puis on est allé un peu plus loin, puis on en a profité pour peut-être passer une espèce de commentaire justement sur cette terrible situation de l'histoire canadienne qui n'est même pas si lointaine dans le passé. Donc voilà. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette lecture. Maintenant, je voulais faire cet après-midi un peu de carnet de lecture. Donc, vous savez, mon petit carnet que je fais qui est analogique. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais plus de colle en rouleau. Donc, voilà. Mais de toute façon, j'étais très fatiguée aujourd'hui. J'étais encore très fatiguée. Ça prend tout mon petit change pour me garder réveillée. Donc, j'étais peut-être pas tout à fait en mode créatif, mais ça m'a permis de terminer ma lecture. Maintenant, je vais me trouver une prochaine lecture audio. Puis j'aimerais vraiment ça cette semaine, prendre le temps d'être analogique dans mes lectures, puis essayer justement de lire les fameuses lectures qui s'empilent, lectures graphiques particulièrement qui s'empilent dans ma bibliothèque à lire, qui sont empruntées à la bibliothèque. Donc, voilà. Donc, je vous tiens au courant pour la suite des choses. Alors, à demain ou à la prochaine séquence pour vous.
il a beaucoup de mal à accorder sa confiance et à s'attacher. Et en fait, 10 ans après, Fallon va revenir à Willow Lake, dans une maison. Ils vont d'ailleurs leurs retrouvailles vont être assez explosives parce que lui ne s'attendait pas du tout à la revoir. Alors, bonjour vous autres. On est le mercredi 29 avril et je suis à la fin de ma journée de télétravail dans une noirceur relative parce que je m'apprête à aller courir, mais je me rends compte qu'il ne faut pas que je vous jase trop longtemps parce qu'à mon avis, ça va tomber. Il va pleuvoir des cordes, je crois, si je me fie à la couleur du ciel. Alors, je prends juste parce que finalement, j'ai hésité encore une fois pour ma prochaine lecture audio. J'ai essayé, puis je ne l'ai pas encore mis de côté, mais j'ai essayé un titre que j'avais dans ma bibliothèque à lire qui était un livre d'Éric Larson que je veux lire depuis longtemps. Donc, puis il a fait plusieurs titres. Et celui-là, c'est celui que j'avais qui s'appelle The Splendid and the Vile. Et en fait, ça se trouve à être je ne sais pas si c'est un roman ou de la non-fiction. Je pense que c'est de la non-fiction, mais je ne suis pas trop sûre. Sinon, c'est un roman très historique et sourcé sur les débuts de la Première Guerre mondiale du point de vue de Churchill et de sa famille et de l'impact que ça va avoir. Et tout ça est vraiment, l'auteur nous explique comment il s'est basé, comment il a construit son histoire, il y a plein de sources et tout ça, mais c'est pas présenté comme, disons, un essai avec des citations, c'est juste que il fait toujours référence, et j'imagine qu'il y a une bibliographie de la mort à la fin. Donc, j'avais envie de l'écouter, ça fait 18 heures quand même. Mais le narrateur est intéressant, l'écriture d'Éric Larson est assez fluide, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression qu'on est en train de se faire un cours d'histoire, mais en même temps, ça m'a toujours un peu intéressé. Ce fameux personnage-là, qui est quand même controversé, Churchill, mais qui globalement, à cette période-là, a toujours bien contribué à faire un peu bouger les choses, un peu beaucoup bouger les choses en Angleterre. Mais là, comme c'est un 18 heures, que je suis encore fatiguée, que mes semaines vont encore à 1000 à l'heure, ma concentration n'est pas nécessairement là. Donc, hier soir, au retour, j'avais une rencontre et puis j'étais vraiment fatiguée. Puis je me suis dit, ah mon Dieu, est-ce que je me plonge dans The Splendid and the Vile? Puis je fais comme... Et j'ai finalement décidé de me lancer dans Je suis Romane Monnier de Delphine de Vigan. C'est la première fois que je lis un Delphine de Vigan. Je sais que ça fait plein d'années que les gens la connaissent. Moi, c'est la première fois que j'en lis un. Et la prémisse de ce livre-là est un peu particulière parce que on va suivre un homme qui s'appelle Thomas, qui, de ce qu'on comprend, est un père célibataire. Sa fille est rendue assez grande quand même pour se débrouiller seule. Et par contre, il sort encore pas mal dans les bars des fois le soir. Puis là, il sort avec son meilleur ami Nathan dans un bar. Et le lendemain matin, il se réveille chez lui, parce que là, ça va. Et à côté de son lit, il y a son téléphone. Dans tout ça, on insère le fait qu'il y a une grosse dépendance au téléphone, une espèce de clin d'œil au fait où tout le monde est un peu dépendant au téléphone. Et il se rend compte que c'est pas son téléphone. Il ressemble à son téléphone, mais c'est pas son téléphone. Donc, on va finir par comprendre que c'est potentiellement le téléphone d'une jeune femme qui a vu, qui était là au bar, qui n'est pas avec elle qui interagissait, mais il était pas loin. Puis, pendant un moment, là, il côtoyait sur des grandes tables vastes. Puis, dans le fond, il s'est dit, j'ai dû ramasser son téléphone par erreur. Et il va s'en suivre, dans le fond, sa quête pour essayer de retrouver cette femme-là, comment il va pouvoir récupérer son téléphone. Et l'action que va faire la femme particulière, assez particulière, c'est que oui, il va récupérer rapidement son téléphone. Je ne vous vends pas un punch, ça se passe dans le début. Mais elle va lui dire, garde mon téléphone. Puis lui, il est comme juste, c'est ton téléphone, là, il est neuf, je ne sais pas pourquoi je le garderais. Puis quand elle insiste, tout ça. Puis là, lui, ça le chicote un peu parce qu'il est comme, voyons, c'est un peu étrange, là, puis tout ça, il est un peu mal à l'aise. Elle a un drôle de ton, fait que ça l'inquiète. Puis éventuellement, il va recevoir son téléphone. Puis dans l'enveloppe où il y a son téléphone, il y a une note de la fameuse femme qui, en fait, lui a laissé les mots de passe pour accéder à son téléphone. Et il va se rendre compte qu'en fait, elle lui offre un peu comme un coup d'œil dans sa vie. Puis c'est particulier. Puis plus ça va aller, puis plus il va essayer d'apprendre à connaître cette personne-là que finalement, il n'a jamais connue. Et puis, c'est ça, on va le suivre à travers ça. En même temps, lui va avoir une vie à vivre. On va apprendre tranquillement qu'est-ce qui a été sa vie à lui, c'est quoi son bagage, c'est quoi sa relation à sa fille. Tout est un peu nébuleux. Ça va entre le présent et je parle nébuleux. C'est pas ce que je voulais dire. Tout est un peu de façon organique. On bouge un peu dans le temps et tout. Il y a beaucoup de retours dans le passé, mais c'est super bien écrit. Bon, sans surprise peut-être, mais moi, je trouve ça très, très, très bien écrit. La narration est top. Et il me reste pas beaucoup de temps. Je l'ai vraiment dévoré. Donc, je vais aller courir. Je vais le terminer. Puis, je vous en parlerai de façon plus complète pour la suite des choses. Puis, on verra pour la fin du vlog. Après ce moment-là, est-ce que je lis d'autres choses?
Mais c'est sûr que je pense que si j'abandonne pas de ce Planet and the Veil, juste parce que c'est peut-être pas le moment pour moi, je pense pas que je vais le finir dans ce vlog-ci. Donc, attendez-vous à d'autres possibilités. Alors voilà, ben, je vous dis à tout de suite. Bonjour. Alors, on est le jeudi 30 avril dans mes fameuses journées marathon. Donc, on se retrouve pause repas. Encore une fois dans la grisaille, mais j'ai eu une petite pause de pluie. Fait que peut-être que le son va être encore meilleur. Parce que j'ai terminé l'écoute finalement de Je suis Romane Meunier de Delphine de Vigan. Ça a été très émouvant, très une belle découverte d'une plume, ça c'est sûr. C'est un roman qui fait réfléchir énormément. C'est pas un roman qui est fait pour qu'on se sente nécessairement confortable, je pense. Parce qu'évidemment, avec la fameuse quête de ce Thomas-là, qui va ben, essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé avec le fameux téléphone. On se ramassait avec un peu entre les mains le téléphone d'une personne, mais indirectement la vie d'une personne. Donc, on va le voir éventuellement explorer ou apprendre à découvrir quelqu'un à distance par le biais du téléphone. Comme je vous disais, tout en repensant à sa propre vie qui n'est pas sans parenté, disons, avec la personne dont il y a le téléphone en main. Et donc, on va vivre ces moments, ces grands questionnements par rapport à sa fille, sa cellule familiale qui est tout sauf typique. Des questionnements par rapport à qu'est-ce qu'on souhaiterait qu'il se passe, puis qu'est-ce qui finalement nous tombe un peu sur le nez, puis est-ce qu'on les prend comme toujours le principe de ce qu'on le prend comme une menace ou comme une opportunité. Mais ce qui est vraiment au cœur de tout ça, c'est oui, il y a le côté vraiment par rapport à quel point, avec nos cellulaires maintenant, on est comme toujours en train de laisser des traces, mais en même temps, la réflexion qui est amenée, c'est est-ce que le fait qu'on laisse toujours des traces, ça fait en sorte que finalement, on ne va pas laisser de souvenirs derrière nous nécessairement parce qu'on s'est noyé dans toutes les traces de tout le monde. Et c'est un petit peu la résistance à ça, la résistance à la perte aussi de vérité. Dans le contexte actuel, avec, évidemment, on sait tous, là, la vérité, c'est un petit peu... on a toujours su que la vérité, ça ne devrait pas être subjectif, mais ça l'est encore plus dans l'époque où on est, avec le soutien de la technologie, de l'IA et tout ça. Mais la quête de cette fameuse femme qui s'appelle Romane Meunier, finalement, la détentrice du téléphone perdu, ça va vraiment être une quête de vérité, de vérité par rapport à elle-même, par rapport à des choses difficiles qu'elle a vécues dans son passé, par rapport au fait que soudainement, elle devient incapable de tolérer le fait que tout est variable selon le point de vue, la vérité. Donc, elle est plus capable de tolérer de vivre en société parce que c'est toujours, quand quelqu'un raconte quelque chose, on a toujours l'impression que c'est la vérité. En fin de compte, c'est son point de vue de la vérité. Puis la mémoire peut quand même faire en sorte qu'on a l'impression de se souvenir de quelque chose. Puis on l'a tellement raconté que ça s'adapte, puis ça devient notre propre vérité. Puis on n'a même pas conscience que ça n'en est plus une. Donc, il y a vraiment beaucoup de pistes de réflexion. J'ai trouvé ça super intéressant. Le dernier quart, peut-être, j'ai trouvé un peu longuet. On suit beaucoup, dans le fond, Romane Meunier. Dans le fond, ce qu'elle a laissé à son téléphone, c'est une espèce de boîte au trésor, c'est une espèce de sa vie dans une boîte virtuelle. Et elle l'a un peu, dans le fond, confié de façon faire confiance au destin, on pense, à ce fameux Thomas-là, en lui disant que, ben, en fait, c'est ça. C'est lui qui est comme un peu le gardien de tout ça. Lui, ça va le bousculer, c'est sûr, parce qu'il voit ce qu'il comprend être cette jeune femme-là, qui n'est pas très loin de l'âge de sa propre fille, sa perception de la société, sa perception du monde dans lequel on vit. Ça rejoint un peu aussi son questionnement par rapport à sa grande dépendance au téléphone, mais aussi par rapport au fait qu'il y a beaucoup de choses qu'il a tues dans sa vie, puis est-ce que c'est vraiment une bonne idée de les taire? Est-ce que la recherche de la vérité, c'est quelque chose qui va excuser tous les moyens? Est-ce que c'est... En tout cas, c'est vraiment c'est un foyer de questionnement. Ça suscite des questionnements à foison, en effet. J'ai trouvé la plume excellente. Moi, j'en avais jamais lu, donc j'ai trouvé ça excellent. Très bien... ça coule, ça coule de source, comme on peut dire. C'est fluide, ça se lit toute seule. C'est absolument parfait pour évoquer l'intériorité des personnages. Ça prend absolument pas le lecteur, en tout cas pour quelqu'un qui ne peut pas réfléchir. C'est un gros bombardement de pensées bousculantes. C'est quand même, à mon avis, un roman à message, quand même. Par contre, c'est peut-être ça un petit peu qui m'a un peu dérangé vers la fin, parce que je pense que vers la fin, le lecteur aurait pu se rendre compte ou aurait pu faire le chemin de réflexion nécessaire en regard de ce qui était présenté par l'autrice
de la vie de cette fameuse Romane Meunier qu'on ne rencontre pas vraiment à part par le biais de son téléphone. De la vie de Thomas, de sa fille, des gens qui ont disparu dans sa vie et tout ça, on aurait été capable, je pense, de tirer les conclusions sans qu'on ait à écouter les moments enregistrés ou les notes de Romane Meunier sur son téléphone qui nous tenaient un peu par la main pour la réflexion. Donc ça m'a un tout petit peu... Ça m'a laissé peut-être un petit moment de... Bah, j'en aurais pris un peu moins de ça. Par contre, vraiment, les personnages... Bon, Romane Meunier, c'est pas un personnage auquel je me suis tant attachée. En même temps, c'est vrai qu'on ne l'a pas rencontré nécessairement en direct. C'est toujours par des on-dit, donc c'est intéressant. Ça permet de voir à quel point ça peut avoir un impact sur notre réception de la vérité, entre guillemets, de la vérité, de la réalité, de la fiction. Par contre, le personnage de Thomas, sa quête, tous les gens qui tournent autour de lui, j'ai trouvé ça excellent. Donc, sa force comme autrice, je ne sais pas, je pense que c'est vraiment sa plume. Puis le fait qu'elle peut en effet rendre des personnages absolument vivants, donc on y croit. C'est tout à fait dans la grisaille réaliste de la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien qui est totalement droit, il n'y a jamais rien qui est totalement blanc ou noir. Les chemins des gens de vie, les chemins de vie des gens sont habituellement tortueux et non pas une grande ligne droite. Donc, très belle découverte. La lecture audio est excellente. Et les parties, je pense, de Romane Meunier, je crois qu'elles sont lues par l'autrice. Mais vraiment, cette version-là, là, c'est chez Écouter Lire, je crois, ça vaut la peine. Fait que si jamais vous l'aviez en livre papier, vous envisagez de le lire, vous n'étiez pas sûr, je trouve que le fait de se le faire raconter, c'est encore plus intéressant. C'est encore plus transgressif parce que c'est vraiment un roman aussi sur la transgression dans le sens que la société actuelle, avec tout ce qu'on laisse comme trace sur les réseaux, ça demeure que c'est comme si on autorise une transgression des gens vers notre vie et tout ça. Mais en même temps, comme là, ben, on va découvrir Romane Meunier à partir de son téléphone. Ben, ça va demander potentiellement à Thomas de faire de la transgression. Et nous, comme lecteurs, on est complices de cette transgression-là. Donc, ben voilà. Découverte intéressante. Vraiment contente d'avoir lu ça. Pour la suite, ben, il ne restera pas tant de temps au vlog. Je vais voir ce que je vais faire. Est-ce que j'en lis une autre lecture ou je vous close ça demain matin? On va voir. Mais pour le moment, je vais au moins faire la petite recension du midi Studio Mobile. Alors, à tout de suite. Rebonjour vous autres. Alors, toujours le fameux jeudi marathon. Et bien finalement, j'arrive un peu d'avance à ma deuxième partie de journée de boulot. Et bien, je suis en train d'écouter un livre. Donc, je vais vous en parler rapidement pour pas que ça prenne trop de temps pour le vlog. Mais j'ai décidé d'écouter mon premier Marie-Christine Chartier, qui est une autrice québécoise, dont j'ai beaucoup entendu parler des livres. Entre autres, une série qui commence par un titre, je crois, c'est L'allégorie des truites arc-en-ciel. Ça fait un moment que je veux la lire, mais on dirait que j'avais toujours l'impression, je ne sais pas pourquoi, j'avais un préjugé, je pense. J'avais un genre de perception, comme c'était un petit peu trop feel-good pour moi. Mais en même temps, j'étais attirée par, étrangement, la grille graphique des éditeurs, que les éditeurs avaient mis. Ça évoquait de la douceur, mais pas du dégoulinant de bons sentiments. Fait que je me disais, peut-être que c'est un bon dosage pour moi. Et finalement, j'ai décidé de me lancer dans un de ces livres qui n'est pas une série, qui s'appelle Le Garçon d'encre, donc de Marie-Christine Chartier, et je l'écoute en livre audio. C'est produit par Studio Bulldog et c'est lu par l'autrice. Donc voilà, je suis là-dedans. On va y suivre en fait Maxine, qui est une jeune femme qui est originaire du Saguenay ou du lac, je ne vais pas créer de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais je ne me souviens pas exactement, c'est pas vraiment précisé. On la retrouve alors qu'elle est à Québec et qu'elle va devoir retourner dans son village natal parce que son père est décédé. Son père est un auteur à succès, très connu. Mais Maxine a rompu les liens avec lui depuis comme 6 ans, en fait, depuis la mort de sa mère. Et elle va devoir retourner parce que, son père est décédé. Et elle retourne dans son village. Et bien là, dans le fond, elle n'est jamais retournée parce qu'on sent que c'est comme sa façon de se protéger de toute la situation qu'elle a vécue. Donc, le deuil de sa mère et tout ça. Puis, là, elle va être confrontée à tout ça. À elle-même, à qui elle était il y a 6 ans, à qui elle est maintenant, à qui elle était
quelles étaient ses relations avec sa mère, avec son père, avec les amis du passé. Et quand elle va arriver là-bas, elle va s'attendre à ce qu'il y ait potentiellement une visite chez le notaire, puis de se dire, ben, je vais mettre les choses en boîte, je vais vendre la maison, puis ça va régler ça, parce que c'est une fille unique, donc elle se doute que c'est pas qu'elle veut nécessairement l'argent, mais ça va y revenir. Mais elle arrive là-bas et il va avoir une surprise chez le notaire parce qu'il va avoir un jeune homme qui va être là, qui s'appelle Alex et qui, d'après ce qu'on comprend, fait un peu partie de la vie de son père depuis 1 an, mais pas dans un intérêt amoureux. C'est comme une espèce de protégé un peu, un jeune homme qui écrit aussi et qui, ben, dans le fond, qui a développé une relation riche avec le père de Maxine. Et dans les conditions du testament, pour que Maxine puisse hériter, elle va devoir rester au moins 2 mois sur place. En fait, 2 mois sur place, donc dans la maison de son enfance, qu'elle fuit depuis 6 ans. Et pendant 2 mois, Alex, qui jusqu'à maintenant habitait chez son père, va continuer à rester là pendant les 2 mois. Donc, elle est confrontée à ça, cette situation-là. Puis là, bien évidemment, qu'on va la suivre dans tout comment elle va revivre ses émotions par rapport à son passé, toutes les couches de protection qu'elle s'est mise, puis comment elle va pouvoir potentiellement peut-être essayer de s'ouvrir un peu à cette vie-là qui lui est un petit peu mise en plein milieu de la face, alors qu'elle est pas vieille. Là. De ce que j'ai compris, elle est partie à 17 ans, plus 6 ans, donc 23. Très jeune pour avoir perdu sa mère et son père. Donc, jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup l'écriture. La narration, ben, c'est correct, Marie-Christine Chartier, c'est une autrice. Elle fait bien ça. C'est pas facile. Mais il y a des petits, c'est quand même un petit peu, des fois un peu plus comme une lecture à voix haute que vraiment une narration, mais c'est quand même bien fait. Donc, voilà. Donc, voilà où j'en suis. C'est un très court livre audio, donc je vous en parle demain et ça va clôturer le blog. Donc, à tout de suite. Ils ont connu ce qui sera donné à si peu d'entre nous. Cette opération magique qui fait que les défauts de l'autre non seulement ne sont plus perçus, mais disparaissent, s'anéantissent. Le genre d'amour qui peut faire de nous, même lorsque nous serons vieux, sourds et presque aveugles, flasques et malodorants, même lorsque nos jambes nous porteront à peine et que nos articulations grinceront de toutes parts des corps glorieux. Coucou! Alors, on est le vendredi 1er mai. Et j'ai terminé, en fait, on est en mode pause repas ciseaux-mobile, comme vous pouvez voir, et j'ai terminé l'écoute du livre Le Garçon d'encre de Marie-Christine Chartier. Donc, en version audio, publiée chez, par, en fait, Studio Bulldog, mais originalement chez Urtubise en livre papier. Et c'était vraiment c'était un roman doux. C'est un roman dont je ne pourrais pas vous parler beaucoup de l'intrigue parce que ça demeure un roman qui, sous des dehors de, je dirais, peut-être des critères un peu plus classiques de potentiellement gestion du deuil, retour aux sources, découverte d'âme sœur et tout ça. Et quand même un roman qui propose un réalisme qui tire un peu sur les coutures du vraisemblable. On va dire ça comme ça. Donc, je ne vais pas trop vous en dire parce que sinon, ça va être triste pour vous de ne pas le découvrir. Mais qu'est-ce que je pourrais dire de la plume? C'est une plume que, comme je vous disais, j'avais un peu attendu pour découvrir. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que j'avais, comme je vous dis, un peu des préjugés peut-être ou j'ai aucune idée qu'est-ce qui a fait que je me suis sentie. J'avais l'impression que ça serait peut-être un peu trop... comme je vous dis, dégoulinant de bons sentiments. Bon, après, ça demeure quand même ce que je considère comme un roman feel-good. Pas nécessairement une romance, même si, hein, n'est-ce pas, vous devez quand même vous douter avec la 4e. Parce qu'évidemment, ça tourne particulièrement autour de la quête qui est soudaine et absolument inattendue de l'héroïne. Maxine, donc, qui va devoir se confronter à son passé suivant le décès de son père. Et c'est un passé qui n'a pas été facile pour elle. C'est pas un passé simple. C'est un passé qui a fait en sorte qu'elle a été obligée de devenir mature très tôt, mais qui en même temps a fait en sorte qu'elle a eu peut-être des soifs d'enfants qui ont peut-être jamais été totalement assouvies, ce qui fait qu'elle traîne un peu ça pour la suite des choses. Cela dit, c'est son parcours, mais un parcours où elle va quand même faire
soit faire ou redécouvrir des rencontres qui ont été significatives et qui demeurent significatives pour elle. Des rencontres, des personnes qui sont absolument pas dans la perfection, quoique, mais je vous dirais, mais qui sont authentiques, qui sont un peu sur le rough des fois, mais en même temps qui sont comme absolument bienveillants. Puis là, je dis pas bienveillants comme dans lisse et rose bonbon, mais juste bienveillants. Bienveillants avec potentiellement eux-mêmes, relativement lucides par rapport à eux-mêmes, donc être capable de dire je me suis sentie comme ça, ça excuse pas, mais genre en même temps, c'est comme ça que je me sentais, puis je l'ai échappé. J'aurais voulu agir autrement. Je trouve que ça met tellement les émotions en mots de façon absolument organique, de façon absolument sans chichi. Ça coule de source, c'est très fluide, c'est très accessible, spontané. C'est une écriture qui est à la fois travaillée et spontanée, donc c'est un petit peu entre les deux. Donc dans les dialogues, on est un petit peu plus dans justement un peu sur le rough, puis spontané, mais en même temps, ça donne justement une fraîcheur à ces dialogues-là. Ça donne quelque chose de tangible aussi au personnage, puis aux situations que Maxine va rencontrer, puis à l'entourage qu'elle a. Et bien, plus ça va aller, puis plus, bon, au début, je m'étais dit, bon, ben on se dirige quand même vers quelque chose que j'appréhendais un peu, c'est-à-dire qu'on passe peut-être du feel-good à quelque chose d'un peu plus... un petit peu plus trop poli, entre guillemets, là, trop lisse, mais finalement, non, parce que c'est quelque chose dont je ne peux pas vous parler. Donc, finalement, il faut vraiment aller jusqu'au bout, il faut se laisser porter, il faut accepter que c'est un roman green flag, c'est un roman où les gens ne sont pas parfaits, mais ont un fond positif, tout simplement. Pas positif malgré tout, pas banalisateur de quelque chose, de ce qui peut aller mal, mais juste positif. Juste se dire, je me sens capable, j'ai du monde autour de moi, si je me sens pas capable, au pire, ils vont me soutenir, je vais essayer de faire les pas qu'il faut. Il y a beaucoup d'histoires de belles aussi, d'histoires d'amitié fortes, et ça, je trouve ça inspirant. C'est une histoire vraiment qui met de l'avant le côté jeune adulte, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Ça peut interpeller, peu importe notre âge, parce qu'évidemment, on n'est pas toujours rendu au même point dans notre vie, mais je pense que comme c'est des choses que Maxine, ce qu'elle a vécu, c'est des choses que souvent les gens vont vivre un petit peu plus loin dans leur vie, par rapport au deuil qu'elle va avoir vécu de sa mère et de son père. Ben, je pense que ça peut interpeller tout le monde. Bien entendu que le niveau de maturité des personnages va varier, parce qu'évidemment, ils ont 25 ans et tout, mais en même temps, comme je vous dis, comme Maxine, son histoire est particulière, ben, ça nous amène un peu ailleurs. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un roman qui nous propose quelque chose de très riche, de très doux, de très bienveillant, mais pas de très, c'est pas gnangnan du tout, mais c'est doux. Mais ça va où souvent on veut que ça aille. Mais ça va aussi à des endroits où on n'a pas trop envie que ça aille. Donc, ça va, je trouve que c'est bien dosé. Ça joue juste avec pousser loin le confort, mais quand même stimuler la petite réflexion en arrière-fond. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, je pense que je vais relire du Marie-Christine Chartier. Donc, ça a fonctionné, finalement, mon affaire. Alors, bien contente et merci à ma collègue qui m'en a parlé, pas ce livre-là particulièrement, mais cette autrice-là, puis qui m'a donné envie de la découvrir finalement. J'ai décidé de saisir l'opportunité au vol, puis c'est un peu ça aussi le thème de ce roman-là, quelque part. Donc, voilà. Alors, sur ces bonnes paroles, je vais clore le vlog là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire, comme d'habitude, si ça vous tente qu'on jase. Puis, ben, j'espère que vous lisez tout plein de belles choses, puis on se dit à la prochaine!